Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a 3 rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Les grands entretiens de Stéphane Bureau. Aujourd'hui, Stéphane Bureau rencontre l'ex-lutteur professionnel Jacques Rougeau Jr. Bonjour Jacques Rougeau. Bonjour Stéphane Bureau. Je vous présente. Vous êtes Jacques Rougeau Jr. C'est important de le dire parce que vous avez été précédé par une légende. On peut dire. Mon père. Oui. Si je suis junior, c'est mon père, Jacques Rougeau. C'est pas mal une légende et aussi. Et Johnny Rougeau aussi, son frère. Jacques et Johnny Rougeau. Votre oncle. Donc, à Saint-Sulpice, vous êtes né dans la région de la Naudière. C'était en 1960. Et vous êtes, c'est clair, l'un des maillons les plus importants de la célèbre dynastie des Rougeau qui a marqué le sport de la lutte au Québec et même à l'étranger parce que vous avez eu des carrières internationales. Monsieur Rougeau-Jacques a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 17 ans. Je parle de Jacques Junior, bien entendu. C'était à Verdun avant de vous illustrer aux États-Unis. Et on peut dire que votre victoire importante à Montréal contre le légendaire Hulk Hogan représente un de vos hauts faits de carrière. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous n'allez pas accrocher votre maillot, mais vous avez peut-être livré votre dernier grand combat professionnel. C'était au mois d'août dernier au Parc Jarry. Au Stade IGA. Au Stade IGA, oui. En compagnie de vos fils. Extraordinaire. Vous en parlez, puis déjà, vous avez quelques frissons, puis je vois que vous avez le regard un peu vitreux. Vitreux parce qu'il y a de l'émotion. C'était le plus beau moment de ma vie, je pense. Votre vie? Oui. Oui, j'ai eu beaucoup de belles choses dans ma vie qui m'est arrivées, mais la 4e génération puis la 3e génération dans l'arène en même temps, puis produire un spectacle qui était si gros, qui était demandant, puis prendre un script, un papier, puis faire tout un scénario d'A à Z. Parce que c'est ça, puis, on raconte une histoire dans un match de lutte. On raconte une histoire en plein ça, puis même jusqu'à qu'est-ce que les personnages disent à la foule, c'est moi qui l'écris. C'est moi qui l'écrivais. C'est un script total. Puis dire que pour une des fois dans ma vie, je vous dirais qu'on a battu le script. Vous étiez meilleur. On était meilleur que j'avais écrit dans le script. C'est pas d'imprévu, juste du surplus, puis des émotions dans l'air. C'est fou, là, des choses que je m'attendais pas. Alors, je retiens 2 choses, des émotions dans l'air et le script. Est-ce que, bon, sans doute, là, mais à la lutte, 100% de ce qu'on voit est toujours scripté depuis toujours? Pas depuis toujours, non. Non, dans les années, c'est une bonne question, ça. T'embarques dans quelque chose que tu vas rester surpris de la réponse. Et beaucoup de gens vont rester surpris. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que dans les années, on va dire que moi, j'ai commencé dans les années 70, 70, 80, et c'était comme ça avant aussi. Les années 70 et 80, on regardait toujours un peu les bons comme des gentlemen, des gars qui se présentaient bien, puis qui essayaient de faire belle figure, puis les représenter. Bons dans l'arène, là. Les bons dans l'arène. Et puis que les méchants, mais c'était des bouffons. On avait l'image de ça, des gros bouffons qui prennent de la bière à la fin de la soirée. Puis mais saviez-vous, mesdames et messieurs, que quand j'embarquais dans l'arène, en 77, et jusqu'en 85, quand je suis arrivé dans WWF, toutes les fois que j'embarquais dans l'arène, c'était jamais scripté d'avance le spectacle. C'était improvisé dans l'arène. Et c'est pour ça, des fois, qu'ils disaient que les lutteurs se parlaient. On voyait les gars se parler des fois. Mais la job du vilain, du méchant, c'est lui qui contrôlait le match de A à Z. C'est toujours le méchant. C'est toujours le méchant, lui qui avait de l'air le bouffon, c'était lui le plus intelligent. Puis lui était là, puis mettons, je te donne un exemple. On est en pleine action. Et puis là, je vais dire, il va me dire à moi j'allais d'une prise de tête, là, puis sa bouche collée contre mon chest. Puis là, il va dire, OK, je t'envoie tackle, drop flat, leapfrog, puis reprends la prise. Puis là, moi, je fais juste écouter. Mais je dis tackle, c'est qu'il me lance d'un câble, je donne un coup de bélier, un coup d'épaule, il tombe, puis là, je frappe les câbles, je saute par-dessus. Quand il se relève, je reprends la prise de tête, puis je le ramène à terre. Caucus. Non, je le ramène à terre, mais dans position. Mais c'est lui qui décidait du match. C'est lui qui sentait la foule. C'est lui qui savait si la foule avait embarqué ou si elle avait pensé embarquer. C'est lui qui savait qu'il fallait en faire plus. Et je me rappelle de mon père, que moi, les premières années, je luttais. D'année en année, je disais toujours à mon père,
Père, je commence à être bon, là, je te le dis, je suis bon. Là. Puis là, mon père me disait toujours, ça prend 5 ans avant d'être bon. Puis après ça, quand je suis arrivé à mon 5 ans, j'ai dit à mon père, Père, je pense que je suis vraiment bon. Là. Tu sais, ça fait 5 ans que je lutte. Il dit, tu seras jamais bon tant que tu n'as pas lutté méchant. Il dit, quand tu as lutté méchant, tu vas rentrer dans un autre game. Comme tu vas t'apercevoir que... Parce que jusqu'à ce jour, vous étiez du côté des bons, vous, dans vos premières années. Oui, dans plusieurs années. Mais c'est tellement spécial. Donc, là. un bon lutteur, on sait qu'il est bon quand il a joué le rôle du méchant. vilain. De vilain, oui. Et si un bon lutteur n'a jamais joué le rôle de vilain, ce ne sera jamais un aussi bon lutteur qu'un des meilleurs lutteurs. Alors, quand on est parti, vous m'avez dit 2 émotions. Donc, on a fait mieux que le script. On vient de revenir un peu sur le script, puis on pourra en détail analyser ce que ça signifie, parce qu'il y a beaucoup de versions de la lutte. Celle de la WWF, qui aujourd'hui est très populaire, celle que vous avez commencé à pratiquer. Spectacle familial Jacques Rougeau. Aujourd'hui, celle que vous avez commencé à pratiquer dans les années 70, qui n'était pas du tout la même affaire. Mais vous avez dit au départ, il y avait de l'émotion. On a fait mieux que le script, beaucoup d'émotion dans l'air, parce que c'était votre dernier match avec vos fils, et ça signifie aussi que c'est la fin d'une tradition familiale. Et d'une passion. Et de ma passion à moi. Mais Est-ce que vous êtes le plus passionné d'entre les Rougeaux? Parce absolument. Raymond Rougeau, votre frère, lui, a arrêté il y a longtemps. Oui, en 89. Fait que Raymond, il a fait 25 ans de lutte professionnelle. Moi, je l'ai fait 41 ans. Mais ça a été ma vie, toute ma vie. Êtes-vous en deuil aujourd'hui? Beaucoup. Je me remets en question beaucoup. J'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de tristesse quand je me lève le matin. Une chance que j'ai mes conférences humoristiques, que je continue, et puis je vais continuer des conférences dans les écoles. Mais je m'aperçois là, que c'est pas ma passion du tout, là, tout ça. Là, c'est comme une suite à ma vie. Ma passion, elle s'est éteinte le 18 août. C'est pas éteinte, elle est encore là. C'est peut-être le problème, d'ailleurs. C'est que la passion vous dévore toujours, mais il n'y a pas d'arène comme il y en avait fini. avant. J'ai justement, la dernière prestation s'est faite la semaine passée, 2 semaines, puis ils ont pris mon arène, et puis un des élèves, puis ils voulaient l'avoir. Fait que ils ont pris votre arène? Ils ont pris mon arène, ils ont pris mon âme, puis après ça, j'ai fermé mon école de lutte. Puis après ça, fait que là, c'est la première fois, comme samedi, dimanche, qui viennent de passer, là, que je suis assis chez nous, puis je fais rien, puis je sais pas quoi faire, parce que moi... Première fois en 40 quelques années? En 20 ans, parce que j'ai mon école de lutte depuis 20 ans. Et tous les samedis, dimanche matin, 52 semaines par année, j'étais à Montréal-Est, à mon école de lutte, pour enseigner. Et puis j'adorais ça. Puis là, c'est fou, j'étais prêt à me demander qu'est-ce que je vais faire le samedi puis le dimanche. C'est pas des farces. Hein, c'est spécial. Parce qu'il y a 2 choses dans le deuil. Il y a d'arrêter de faire de la lutte, pour vous, ça c'est une chose. Puis il y a la fin de la tradition familiale, parce que vos fils ne vont pas poursuivre, comme vous l'avez fait derrière votre père et votre oncle. Et j'aurais voulu que mes fils continuent, évidemment. Avez-vous mis beaucoup de pression sur eux ou ils étaient libres? Écoute, je pense que les premiers 20 ans, j'ai mis beaucoup de pression. Mais c'est eux qui ont commencé à mettre de la pression depuis 1 an. Puis, étiez-vous un père difficile? Oui, un père très strict, très difficile. Exigeant? Comme mon père l'a été. Comment il était, votre père? Strict et exigeant. Ça, c'est la réponse courte. Puis, OK, on détaille mon père un était peu. très sévère, mais il était discipliné. Et puis, s'il a réussi, mon père, puis c'est parce que il y a toujours la discipline qui fait que les jeunes, s'ils réussissent ou s'ils réussissent pas. Puis mon père, c'était un homme qui était sur le piton. Puis il était généreux, mon père, très généreux, mais très dur. Il est élevé avec des valeurs de vie qui, dans les années... mon père a 88 ans aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est encore droit comme un piquet? Le piquet, il est penché un peu, mais je veux dire, il chauffe son char encore, puis il va au IGA, 88 ans, il se promène, mais il est tombé en bas de son lit à l'âge de 88 ans, puis il s'est cassé la hanche. Ça pardonne pas. À 80, ça pardonne plus. Puis il a essayé avec son vélo stationnaire, puis tout pour venir, tellement orgueilleux, puis il a même pas voulu venir à mon spectacle de 2 semaines passées parce qu'il ne voulait pas être vu en public. Il voulait pas être vu avec une marchette. Fait que j'ai réussi à aller le chercher en vidéo, puis on l'a mis ses écrans géants en haut, puis c'était tellement touchant. Mais là, je fais du coq à l'âne un peu. Non, pas du tout. À toutes les fois, quand on parle de mon père, là, ça me touche énormément. Parce que ça a été... à l'âge de 6 ans, il venait prendre des photos le Montréal Matin chez nous le dimanche soir pour le centre Paul Sauvé le lundi soir, pour que ça passe dans le journal le matin, le lundi. Il venait à Saint-Sulpice prendre des photos pour, mettons, un face-à-face avec mon père Abdoullah de Butcher, mettons. Puis... Est-ce que c'était de bons amis? Oui, absolument. Tous les lutteurs étaient des bons amis, mais c'était pas vu comme ça, c'était caché. Mais tout ça pour dire que quand il venait prendre des photos, Joe Leduc, puis Abdoullah, puis ces gars-là, le dimanche soir, mais moi, je m'arrangeais toujours pour rentrer à la tête
entre les jambes à mon père pour que le lendemain, quand j'embarquais dans l'autobus, je disais à tout le monde dans l'autobus, mes chums, je disais, hey, avez-vous vu dans le journal le matin? Puis ils disaient, ben oui, ton père lutte à soir contre Abdullah. Je dis, ben non, entre ses jambes à mon père, avez-vous vu? Ma tête. Ma tête était là. Mais Est-ce que vous étiez un peu Kid Kodak, Jacques Rougeau? Absolument. Est-ce que c'est ça qui vous manque ou la lutte? Non, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai eu assez. Mais ça a été toute ma vie. J'ai toujours... Mais j'ai aimé, je me suis nourri toute ma vie de divertir les gens. Je me suis nourri, pour moi, là, de moi pas en manger pendant une semaine, mais si pendant une semaine, tu me dis à moi, « Hey, c'était bon, Jacques, ton entrevue. Hey, c'était bon, ça, ou c'est beau, Jacques. » Ça m'a nourri toute ma vie. Vous avez besoin d'être rassuré encore? Je sais pas si c'est une question d'être rassuré ou c'était juste... un besoin de plaire, un besoin de que ça soit bon. Tu sais, j'aime pas passer en quelque part puis c'est pas bon. Tu sais, c'est ma phobie. Tu sais, je vais vous soumettre une hypothèse de psy à 2 sous, OK? Votre père s'est beaucoup intéressé à votre grand frère, l'aîné de la famille, Raymond. Oui. C'était pas mal le premier héros. Oui, le favori, le chouchou de la famille. Bon, on se le cachera pas. Mais c'est normal, c'est le premier garçon qui arrivait, puis c'était la troisième dans ce temps-là. Étiez-vous jaloux de votre frère et de l'attention qu'il avait? Je pense que oui, en quelque part, mais c'était pas une jalousie comme... Je te dirais que c'était plus une compétition de frères. Moi, Raymond et Armand, surtout moi et Raymond, parce qu'Armand, la lutte, c'était moins sa passion. Mais je me disais toujours... Je vais être le meilleur de la famille. Puis j'étais un gars qui aimait divertir. Écoute, j'avais 8-9 ans puis 10 ans, puis je me prenais sur le bord de la piscine chez nous quand on avait de la visite. J'étais tout jeune. Puis je me mettais un drap sur la tête, là, puis j'imitais Abdullah the Butcher qui se promenait autour de ma piscine. C'est fou, hein? C'était ma passion toute ma vie. Puis, mais c'est ça, on a chacun une passion, hein? En dedans de nous, quand t'en as une, toi, ça fait longtemps que tu fais ce que J'en ai quelques-unes. Mais tu fais bien celle-là, en tout cas, puis tu dois l'aimer beaucoup. Puis ça c'est transparent aussi. Quand tu es venu me rencontrer en haut, puis tu m'as reçu aujourd'hui, j'ai vu quelque chose dans ton visage, que tu aimes beaucoup ce que tu fais. Je pense que c'est un carburant essentiel. Et quand je donne mes conférences dans les écoles, c'est ce que je dis aux jeunes. Vivez votre passion, parce qu'on a toute une passion en dedans de nous. Est-ce que c'est un avantage que de s'appeler Rougeau pour faire de la lutte ou un désavantage dans la mesure où il y avait beaucoup de pression? Oui, mais amenez-en de la pression. J'étais un gars à pression, moi. Puis j'aimais ça, les défis. J'étais un gars à défis. Puis oui, ça a été pour, c'était contre. Dans le sens que... Non, mais quand vous étiez jeune, par exemple? À l'école, c'était contre. Parce que les nouveaux qui arrivaient, mettons, à Saint-Sulpice, Repentigny, l'Assomption, alentour, puis qui arrivaient à mon école, puis qui étaient nouveaux, puis qui se faisaient souvent dire, « Hey, lui, là, c'est le gars d'un lutteur, Jacques Rougeau. » Fait que tout le monde veut se battre avec vous. Tout le monde voulait m'essayer. C'était comme... Puis moi, j'étais pas un batailleur du tout quand j'étais jeune. Du tout? Pas en tout. Je me défendais. Mais jamais je cherchais à chicane. Moi, je me suis battu des vraies batailles dans ma vie. Je me suis peut-être battu 2-3 fois dans toute ma vie. Puis j'ai eu peur à chaque fois parce que je me disais, il faut pas que je perde ma réputation, il faut pas que je me fasse planter. Qu'est-ce que mon père va penser si je me fais planter? Puis, fait que même enfant, vous pensiez à ça? Oui, parce que mon père puis mon oncle Jean, il y avait une image. Puis il y avait... mon oncle Jean, il était bras droit de René Lévesque. Puis après ça, il était président de la Ligue junior majeure du Québec. Le fameux club, le Mocambo, dans les années 50-60, quand tous les marins de la planète ils arrivaient en bateau, le fleuve Saint-Laurent, là, puis ça faisait 20 jours que t'es en mer puis il n'a pas vu une femme. Là. Ils sortaient au Mocambo le soir, les gros marins. Fait que quand il arrivait là, mon oncle Jean, il recevait en cravate, lui, c'est bonsoir, mais mon père, c'était le portier. Club. Oui, c'était le club de mon oncle, mais mon père, c'était le doorman. Puis mon père, lui, c'était un vrai. Ce que je veux dire, c'est que mon oncle Jean, c'est un vrai, un gentleman, puis tout ça, c'est un vrai, mais batailleur, pas pantoute. Quand il y avait de la merde qui se passait, là, le téléphone sonnait à Saint-Sulpice, puis Johnny prenait le téléphone, il disait, Jacques, tu sais, Abdullah, là, il veut pas se faire planter à soir, là, je pense qu'on voit de la misère avec. Là, mon père disait, je m'en occupe. Mon père était champion à boxe à Golden Glove. Il était 6 pieds 4, 240 livres. Il a battu Armand Savoie pour le championnat canadien. Puis il était doorman en plus. Mon père, là, c'était un vrai tough, mais tellement doux. Mon père était doux. Mais c'était un des genres de gars que tu dis, faut pas s'y piller ses pieds. Faut pas s'y piller ses pieds. Mais poli, mon père, diplomate comme tout. Mais c'est là que tu vas voir, les deux frères Rougeau sont différents. Johnny Rougeau qui était partout. Un peu comme moi, j'essaie de m'impliquer dans plein de choses dans ma vie. Puis après ça, ben, t'as Raymond, mon frère, qui est plus renfermé, puis qui va pas faire rien, mais il va pas épiler ses pieds, parce que lui, tu vois, il va te donner une petite rincette que t'aurais peut-être pas connue dans ta vie. Puis il y avait une autre chose qu'il faut qu'on comprenne aussi dans ce temps-là. Aujourd'hui, la lutte, tout le monde sait que c'est arrangé. Tout le monde sait que c'est un script, un scénario sportif. Mais dans ce temps-là, il essayait de faire la croire que c'était vrai. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y en avait des vrais toughs là-dedans. Tu sais, c'était comme... Avec des accidents? Des vrais durs à cuire qui arrivaient, là. Tu sais, fait que ces gars-là, ils ont connu mon oncle Jean par la lutte. Mais quand ils sont allés au Mocambo, après, ils ont connu mon père.
s'il était pas fin. Mais tu sais, fait que mon père, il avait une réputation qui l'a suivi partout dans le monde. Such a gentleman, your father. Such a gentleman. But what a tough guy. Tu sais, comme, fait que mon père, ça a été mon idole. Donc, il y avait une réputation à l'étranger. Ah, partout dans le monde. Partout où vous alliez, Partout, les le nom Rougeau, Rougeaux, c'était connu. C'était connu, le nom Rougeau, parce qu'il y avait beaucoup, dans ce temps-là, différemment aujourd'hui, parce que il n'y a plus de territoire. Avant, moi, quand j'ai commencé, avant la WWF, de 77 à 85, je passais 3 mois à Kansas City, je passais 6 mois en Floride, je passais 4 mois, mettons, au Tennessee. Il y avait des territoires. Partout où tu allais. Autrement dit, quand ils s'avaient servi de toi, tu t'avais fait assez battre, tu n'avais plus de valeur marchande, mais là, tu trouvais une autre place à aller. Mais là, il n'y a plus de ça. Mais dans ce temps-là, dans le temps de mon père, c'était plein de territoires partout. L'Angleterre, le Japon, c'était partout. Et vous vous promeniez dans ces territoires-là? Tout, pas moi, mais c'était avant moi, là, dans le temps de mon père. Mais mon père et mon oncle qui se promenaient à moi. Mon père, il allait au Japon, il allait à New York un peu, puis tout ça. Mais tous les autres lutteurs qui, eux, gagnaient leur vie avec ça, voyageaient à travers du monde, puis ils se passaient le mot. « Hey, as-tu fait le territoire au Québec? C'est bon, la lutte est bonne au Québec. » Fait que là, il y a bien des superstars qui venaient ici. Là, est-ce qu'on peut dire qu'à une époque, le Québec était un des gros marchés mondiaux de la boxe? De la lutte? Oui, absolument. Puis vraiment un gros marché. Je vais dire que ça a été, il y a beaucoup de lutteurs qui ont été fondés ici, là, puis qui ont fait carrière après. Quand je te nomme un nom là, que je t'ai nommé tout à l'heure, Abdullah the Butcher. Oui. C'est un gars qui reste 30 000 au bord de Hawkesbury. C'est en Ontario. Mais quand mon père a fait son personnage avec mon oncle Jean, il venait du Soudan, puis c'était un dangereux, puis c'était un tueur, puis... Il y a Hans Schmidt. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Tu te rappelles Hans Schmidt? Complètement. C'est Guy Larose, son nom. Il vient d'Entrelacs. Fait que, mais tous ces... Tarzan la bottine Tyler, tu te souviens aussi, je suppose. Évidemment. Fait que, tu sais, tous ces personnages-là, mais il y en avait beaucoup des personnages qui étaient créés comme mondialement créés, mais ils étaient locaux. D'ailleurs, il y avait une appartenance dans ce temps-là, dans la lutte. Il y avait beaucoup de Québécois. Et là, maintenant, il n'y en a plus. Vous écoutez les grands entretiens de Stéphane Bureau sur ici Radio-Canada Première avec l'ex-lutteur Jacques Rougeau. Quand vous commencez, quand vous débutez, il y a encore ces territoires qui existent un peu parce que vous allez lutter au Tennessee. Je pense que vous irez même au Mexique, à Calgary, dans l'Ouest canadien. Oui. Un autre grosse famille, ça, dans la lutte, les Harts. Les Harts. La famille Hart, c'est Bret the Hitman Hart, puis Jim the Anvil Neidhart. Et puis, il y était 7 enfants qui luttaient. Stu Hart, ses fils, c'était gros, mais lui, c'était dans l'Ouest canadien. C'est un peu là que vous faites vos gammes, que vous apprenez à faire de la lutte. Et Stampede Wrestling, ça s'appelait dans ce temps-là à Calgary. Est-ce qu'il y a encore des transferts de connaissances? Parce que j'ai souvenir de, je pense que c'est votre frère Raymond qui disait que la clé de bras japonaise, elle lui avait été transmise. Ouais, comme une espèce de... Comme mon oncle Jean. C'était la prise qu'il donnait. Comme moi, m'a transmis la prise du sommeil. Tu sais, moi, j'avais appris, mon père m'avait transmis la prise du sommeil. Mais je me rappelle tellement de ça. Puis le marteau-pilon aussi. Je sais pas si tu te rappelles du marteau-pilon. Mais la prise du sommeil, on l'attendait toujours. Mais sais-tu qu'est-ce qui était le joke là-dedans? C'est que la prise du sommeil était vraie. C'était une des prises qui était vraie, mais tout le monde pensait que c'était du fake. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un tombe sans connaissance? Ça, oui. Tu connais un animateur de radio qui s'appelait Roger Drolet? Oui. À CKVL, je pense que c'était. Puis lui, là, il invitait mon oncle Jean. Là. Puis mon oncle Jean, en ondes, il disait, vous pensez que c'était arrangé après le sommeil? Venez-vous en studio. Puis à un moment donné, mon oncle Jean en a endormi un, mais il l'a... Trop endormi? Il l'a pas réveillé tout de suite. Puis il s'est ramassé à l'hôpital. Il a arrêté de faire les défis de même. Mais c'était facile, c'est qu'on coupait les 2 artères ici. Je te le montre, il ne le voyait pas à la radio, mais juste à côté du gorgoton, ici, là, il y a 2... Oui. Puis la minute que tu fais ça, là, tu vas commencer à tes yeux, ils s'en vont dans la graisse de bine. Fait qu'avec le biceps gauche et le biceps droit, comme ça, on collait les deux. Dit-il en faisant la gymnastique, et je vois que le biceps est encore en forme, M. Rougeau. Le biceps, il travaille une fois de temps en temps, ouais. Entraînez-vous encore, le biceps? Ouais, 5 jours par semaine, moi, je m'entraîne. Êtes-vous vaniteux? Ce qui veut dire quoi, vaniteux? Est-ce que vous regardez dans le miroir? Non, pas du tout. Mais non. Est-ce que vous aimez vous regarder le biceps bien rebondi? Je vais être franc avec toi, quand j'étais jeune, oui. beaucoup. Mais ça, c'était Toho pour voir s'il était sur le piton. S'il était cote. S'il était cote, puis s'il était bon. J'ai toujours eu une force avec mon biceps, comme tu vois. Ben, je vois qu'il est encore bien rebondi. J'ai toujours été mon trademark, si tu veux. Quand je finissais une entrevue, je finissais avec un biceps. Quelque chose de même. Que ça serait le fun d'être à la télévision pour montrer ça. Ils sont encore bien là. Et c'est avec le biceps qu'on endort l'adversaire. Oui, les 2 biceps. On croit ici. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre carrière que vous en avez fait plus que vous pensiez, puis qu'il y a un accident où quelqu'un s'endorme pour vrai?
Non. Donc, toujours en contrôle. Mais moi, j'ai eu quelques commotions, par exemple, dans ma carrière. Je peux te dire que je pense à ça vite. Le flash que j'ai eu, excuse si je bifurque un peu dans la conversation, tu m'as fait avoir un flash. Je luttais à Nashville, Tennessee, c'était en 79. Puis à un moment donné, j'étais assis dans le vestiaire, puis là, le promoteur s'en vient moi, Nick Goulas, qui s'appelait, le propriétaire, puis il s'en vient moi, puis devant moi, puis il me donne des petites claques dans le visage, puis là, il me dit, Jacques, t'es-tu correct? Je dis, oui, je suis prête, là, mon combat, je suis prête. Non, il dit, ton combat est fini. Puis là, fait que, tu sais, ça, c'est le flash que j'ai eu, puis... Ça, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? C'est qu'on parle de 79, on parle de 40 ans passés. Aviez-vous des 40 médecins? ans, non, pas vraiment. Puis, mais 40 ans passés, je sais même pas encore qu'est-ce qui est arrivé. Aucun souvenir? Non, c'est pas ça, je veux dire, c'est que personne ne me l'a dit, qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, il n'y a jamais personne qui est venu m'expliquer comment c'est arrivé ou rien. Tu sais, je pense que ça a été une chicane dans l'arène. Je pense qu'il était pas content avec ce que j'avais fait ou quelque chose de même, puis il m'a remis à ma place d'aplomb. Mais c'était pas volontaire, définitivement pas volontaire, parce que, comme je te dis, moi, j'étais un gars très aimable, puis je suivais le script et tout. Mais j'ai peut-être donné une savate, puis je l'ai pogné avec mon pied sur la gueule, puis il a peut-être pas aimé ça, puis moi, je me rappelle, là, je suis dans le vestiaire, puis je vais aller lutter, puis mon combat est fini. Donc, il y a eu quelques minutes où vous n'étiez pas là. Ah, bien, plus que quelques minutes, je pensais que j'allais lutter, là, puis j'étais déjà sorti. Puis, mais ça, des accidents, ça arrive. Mais les accidents arrivent, c'est toujours parce que le gars n'était pas à bonne place au bon moment. Ou il y avait des rancunes qui se faisaient, tu sais, même si c'était arrangé. Tu sais, il y en a beaucoup qui me demandaient dans la vie, genre, ça se réglait-tu des fois dans l'arène, des problèmes, tu sais, mettons, il y avait En dehors du script? En dehors du script, puis je vais te dire oui, souvent. Moi, j'ai vécu de l'intimidation, vous n'avez aucune idée. Ben, j'ai idée, parce que quand on s'est vu cet été, j'ai lu un peu et franchement, je n'y croyais pas. C'est-à-dire que vous avez été victime d'intimidation, mais pas enfant à l'école. Non. Dans les vestiaires. Mais même à part de cette histoire-là... Racontons quand même l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Oh, Seigneur, c'est pénible à toutes les fois. Je vais juste te dire que les British Bulldogs, les lutteurs, ils n'ont pas aimé de la manière qu'on était trop bien disposés, moi et Raymond. On était toujours à l'heure, toujours propre, toujours on ne sortait pas d'un club. Puis, il est arrivé des affaires qui ont fait qu'on a eu une dissension entre les quatre. Puis... ils ont décidé de prendre ça en main. Puis eux, c'était des gars qui faisaient des jokes plates à tout le monde. Tu allais lutter, puis tu sortais, puis mettons, il faisait moins 20, tu étais à Albany, New York, puis tu avais une moitié de ta paire de culottes, ta jambe était coupée. Fait qu'il fallait que tu t'en ailles à l'aéroport avec une jambe, là, une jambe à l'air, puis une jambe... Ils faisaient beaucoup de ça. Puis à un moment donné, quand ils ont décidé de s'en prendre à moi, je me suis pas laissé imposer à cause de la réputation. Puis j'avais une notoriété sur eux autres. J'étais plus vieux qu'eux autres. Ça faisait plus longtemps que je luttais qu'eux autres. Puis on a une genre de notoriété dans la lutte quand quelqu'un est plus vieux que toi, tu lui donnes la seniorité. Tu le respectes de ce côté. Puis, fait qu'ils ont manqué de respect, puis ils ont commencé à m'humilier. Puis quand ils ont commencé à m'humilier devant tout le monde, je me suis défendu verbalement. Puis je me suis ramassé dans un bain de sang à terre. Ça n'a pas été long, quelques soirs après. Ils vous ont frappé, ils vous ont attaqué. Oh my God, ça a été un traumatisme sévère. Là. J'ai été une semaine là, où je mettais un pied en avant de l'autre, là, puis je savais pas si j'étais pour lâcher la lutte, puis tout. Puis ça a été un moment, mais tout ça pour te dire, où est-ce que je dois m'en aller tantôt, parce que tu as été plus vite que moi. Ce que je voulais te dire, c'est que ça, c'est une chose que tout le monde sait, ce cas d'intimidation-là. Puis tout le monde sait que je vais dans les écoles aujourd'hui depuis 18 ans, puis j'aide les jeunes à cause de ça. Mais ce que j'ai jamais compté, puis que je vais te compter, c'est que c'était pas la première fois que je subissais de l'intimidation. Dans le monde de la lutte? Dans le monde de la lutte. C'était souvent, c'était les personnages. Tu sais, mettons, comme, veux pas, là, vous allez comprendre que le monde n'aime pas des losers dans la vie. Le monde aime des gagnants, que ce soit arrangé ou non. Puis quand tu montes dans le monde de la lutte, tu essaies de monter les étapes pour arriver au championnat du monde, pour arriver dans une position où tu vas attirer, tu vas devenir un personnage important. Alors, il y a une petite jalousie qui est toujours là entre les gars, mais c'est autrement dit, si je te fais bien paraître à soi, c'est OK, tu vas bien paraître, mais moi, je vais mal paraître. Si tu parais bien, c'est moi qui vais mal paraître. Mais souvent, il y avait des cas difficiles à cause des stéroïdes ou à cause des drogues qui se passaient souvent dans notre business. Les gars... Beaucoup d'usage de stéroïdes? Beaucoup, 90%. Puis à cause de ça, il y a beaucoup des lutteurs qui ont commencé à comme croire en leur personnage. Puis, alors, leur valeur marchande fallait toujours qu'elle soit haute. Fait que si, mettons, ils sentaient que, mettons, je faisais un move, quelque chose comme moi, je te donne un exemple. Tu sais, on se rappelle que le vilain qui autoroule le match, mais des fois, j'avais une idée, puis je pitchais une idée là-dedans, puis il y avait des vilains qui étaient offusqués parce que je pitchais une idée. Mais moi, je pitchais pas une idée pour monter ma valeur marchande, je pitchais une idée pour monter la valeur marchande du combat.
Parce que ces combats, il faut qu'ils soient bons. C'est pas un ou l'autre. Il faut que la prestation soit bonne. C'est ça qui est l'idée d'un professionnel. Tu penses pas à toi, il faut que tu penses à l'équipe. Et aux gens qui vous regardent. Et aux gens qui nous regardent, exactement. Fait que souvent, il y avait des personnages qui étaient pas... C'était pas des 100 watts. Tu sais, puis il n'avait une coupe, puis il était orgueilleux, puis il était sur la drogue. Puis quand il pensait que tu prenais l'avantage d'une situation ou quelque chose, bien, il te remettait à ta place. Et là, ça mais pouvait physiquement. être violent à ce moment-là. Oui, puis ça arrivait souvent. Dans je me suis fait donner des coups des fois. Là. Ça, c'est pas prévu dans le scénario. Puis, tu sais, j'en parle pas souvent parce que j'étais orgueilleux, mais j'ai été dans des positions souvent où, mettons, je mangeais une claque sur la gueule. Puis là, je me revirais, je suis sûr qu'il était stiff. Puis juste parce que je le regardais, puis j'étais stiff, il me donnait un coup de genou, mettons, qui rentrait solide d'un côte. Puis, fait que là, je voyais, puis moi, j'étais pas un batailleur. Fait que j'ai été souvent pris dans des positions où je ne voulais pas paraître pour un lâche, mais en même temps, j'avais peur. Puis, je sais pas si je me fais clair. Là. C'est très clair. Ouais. En fait, c'était la question que j'allais poser. Avez-vous eu peur dans votre vie de lutteur? Ah oui, absolument. Souvent. Parce que t'as pas t'es aussi bon que ton dernier combat, t'es aussi bon que ta dernière prestation. Je sais pas comment dire ça. Le respect des gars aussi. Parce que si tu vas dans l'arène, exemple, puis tu te fais barouetter de même, tu te fais comme je me suis fait varloper une couple de fois dans ma carrière, mais après ça, les autres gars te regardent comme, OK, lui, c'est un gars que tu peux prendre l'avantage dessus. Si jamais... Tu comprends? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est très clair. C'est que ils savent qu'ils peuvent ambitionner sur toi. Alors, après un incident comme celui avec les Bulldog Boys, c'est ça leur nom? Les British Bulldogs. Les British Bulldogs. D'abord, est-ce qu'il y a une humiliation pour vous à ce moment-là? Oh my God! C'est arrivé devant mon père pour ça en Floride. Quand ils me l'ont fait, là, on était en Floride. Le soir qu'ils ont choisi de me battre, c'était où mon père venait nous reconduire à l'aréna. Parce que mon père, c'est un snowbird. Fait qu'il passait tout l'hiver en Floride. Fait que nous, on voyageait à travers de la planète 25 jours par mois. Ça arrivait au moins une fois par mois ou une fois par 2 mois qu'on était soit à Fort Lauderdale, soit à Miami ou soit à West Palm Beach. Fait que mon père venait nous chercher à Fort Lauderdale, puis il nous amenait à la lutte, puis après, il nous amenait coucher à la maison, il nous payait le souper. On voyait mon père, c'était le fun. Ça cassait la tripe, si tu veux. Ça cassait le voyage de 25 jours. Mais ils ont choisi ce soir-là pour le faire. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Oui, c'était tout prémédité. Puis quand que je me suis fait donner en volée dans le vestiaire, puis je suis sorti que j'avais de l'air de l'homme-éléphant, mais pas dans le dos, mais dans la face, parce qu'ils ont fini ça à coups de pied dans la face. Je suis pas capable d'expliquer les jours qui ont suivi la honte, la solitude. Je te dirais que le mot, c'est la solitude. Tu te sens tout seul dans ce monde de monstres-là, puis là, tu as une décision à prendre. Tu dis... Est-ce que je lâche, je m'en vais chez nous avec la queue entre mes jambes comme un renard, puis je me sauve, ou est-ce que je prends soin de l'image de la famille pour pas qu'on passe pour des jaunes ou des lâches? J'avais une décision à prendre, puis moi, n'étant pas batailleur, c'était une décision qui était dure à prendre. Ça m'a pris comme 4 jours avant que... Après l'incident, là, j'étais en équipe avec mon frère Raymond, ce temps-là. J'ai pas parlé à mon frère pendant 4 jours. Dans le même char, même hôtel, même combat, même tout. Aucun mot, mon frère. Plus un mot. J'étais rendu dans un traumatisme sévère. Puis à partir de là... Et lui, est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non, il me parlait pas. Personne ne me parlait. On me laissait dans mon monde, dans ma bulle. Puis à tous les jours, je mettais un pied en avant de l'autre. Puis je me disais dans les aéroports, puis dans les gymnases, que j'essayais de continuer à aller. Puis je me disais, ça va aller mieux. Mets ton pied en avant, puis ça va aller mieux. Fais juste un autre pas. Demain, ils vont en parler moins. Puis demain, ils vont en parler moins. Puis... Mais tu sais, ça a été quelque chose qui même jusqu'à aujourd'hui, là, tu sais, des fois, quand je donne des conférences, là, je m'arrête, puis le monde me regarde, les jeunes me regardent, puis ils doivent trouver que c'est bizarre, mais on va dire que je viens le moton à la gorge encore, puis là, ça ne dure pas longtemps. Mais après, je reviens, puis je reprends mes forces, mais c'est 30 ans passé, ça, que c'est arrivé. Mais est-ce que c'était tabou entre votre père, votre frère et vous? Écoute, quand c'est arrivé, là, quand on a sorti de l'aréna, après, là, quand mon père... Parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai mangé la volée, l'agent est rentré, puis il m'a dit à moi, il dit, t'es pas obligé de lutter, Jacques, à soir. Je trouvais ça tellement weird. Puis là, je l'ai regardé, puis là, j'ai dit, ben, je vais lutter à soir, moi. Je suis venu ici pour lutter, mais pas dit de même. Je l'ai dit plutôt comme... Puis là, j'étais prêt à parler avant mon choix à toute défaite. Mais j'étais pour lutter, puis j'étais venu pour lutter, puis mon père était dans les estrades, puis j'étais pour venir lutter. Puis après ça, quand on est sorti de l'aréna, mon père, il m'a parlé 2-3 fois quand je me stationné en tout. Moi, je me suis dirigé tout de suite dans le siège en arrière. Je me souviens de ça, parce que je ne l'ai pas parlé à personne. Mon frère et moi, se stationné avec mon père. Puis pendant qu'on partait de Miami jusqu'à Hollandale, ils m'ont parlé une couple de fois au début, puis j'ai jamais répondu. J'ai fait le muet, fait qu'ils m'ont lâché. Puis à partir de là, il était 4 jours sans parler. Sans parler à personne. Et puis ma conjointe était à la maison, je n'ai même pas dit.
Je l'ai pas dit, je voulais pas en parler, je voulais pas que mes enfants sachent ça, je voulais pas, tu sais, c'était... Puis après ça a duré une semaine comme ça, mais 4 jours. Puis la 4e journée, là, c'est là que j'ai dit à mon frère, parce qu'il était venu m'intimider ce soir-là encore. Après que je suis toute maganée de même, ils viennent dans la chambre, puis ils commencent à m'intimider avec leur valise. Ils pètent ça à côté de moi dans le vestiaire, puis ils m'insultaient, puis moi, j'avais la tête en bas, puis j'espérais juste que je me fasse pas donner une autre volée. Puis à partir de ce soir-là, j'embarquais dans l'auto après le show, puis je me dirigeais on était à Chicago, je m'en allais vers l'hôtel. Puis j'ai regardé mon frère de nulle part. Ça faisait 4 jours qu'il n'a pas parlé. Puis là, j'ai regardé Raymond. Puis là, il dit lundi qui s'en vient, je fais mon comeback. Lundi. J'avais décidé que j'étais pour sauver l'honneur de la famille. Je joue au héros. Puis là, pendant 3-4 jours, mon frère m'a aidé à m'entraîner. Tu ne sais pas comment. Là, il voulait que je devienne un tueur. Il n'était pas un, mais mon frère, c'en est un. Fait que lui, il me donnait tous les conseils qu'il pouvait. Puis le soir avant que j'ai fait mon comeback... Votre frère, il a vraiment hérité de cet instinct qu'avait votre père. Qu'avait le de père. tueur. Ouais. Non, lui est dangereux. Mon frère Raymond, je vous le dis, c'est un dangereux. C'est un dangereux au point, là, je vous le dis, tu le regardes, puis tu sais, 5 pieds 10, 5 pieds 11, puis il est groundé, puis... Mais mon Dieu Seigneur, je l'ai vu contre du monde faire des affaires que je me suis dit, j'aurais jamais une capacité de même dans la vie à être aussi mauvais. Là. D'ailleurs, il m'a peut-être sauvé bien des fois sans le savoir parce que j'étais son frère et que le monde niaisait pas avec moi parce qu'il savait que Raymond peut-être il viendrait. Le grand frère était là. Probablement, puis il était pas grand, il était bien petit que moi, mais il était grand dans le cœur. Bon. Mais c'était donc absolument pas inscrit, parce que je reviens à ce que vous m'avez dit de l'enfant que vous étiez. Pas bagarreur, qui voulait pas se prendre... contre les autres gars qui savaient que vous étiez fils d'un lutteur. C'était pas écrit dans le programme que vous alliez passer votre vie dans un ring, parce que votre instinct, c'est pas un instinct de bagarreur. Bien, c'est-à-dire, je savais que la lutte, c'était arrangé. Fait que ça, j'aimais ça. Parce que le théâtre, j'étais bon. Hein. Moi, à l'école, je pourrais te montrer des sketchs que j'ai faits, de l'improvisation. Tu sais, les comédiens font de l'impro, on dit souvent. Mais quand tu es à l'école, puis la fin de l'année, tu présentes un genre de sketch, quelque chose, j'étais super héros là-dedans, moi, parce que j'étais pas gêné. Tu sais, j'étais un gars. Fait que le théâtre, j'étais bon là-dedans. Donc, c'est le théâtre qui vous a attiré presque davantage que la lutte. Oui, je pense que oui. Puis j'étais un sportif naturel, mais le théâtre, j'aimais beaucoup divertir les gens. Moi, ma nourriture, comme je vous dis, c'était divertir les gens. Stéphane Bureau reçoit l'ex-lutteur Jacques Rougeau à l'émission Les Grands Entretiens sur ICI Radio-Canada Première. Bon, ben c'est le temps du punch parce que vous vouliez organiser votre comeback pour le lundi. Votre frère vous entraîne. Vous avez dans votre coin, donc, un tueur, c'est l'expression que vous avez employée. Oui. Qu'est-ce qui se passe le lundi suivant? Ben le lundi, c'est le dimanche soir qui était vraiment quelque chose de vraiment émouvant pour moi. C'est que j'ai appelé mon père en Floride. Ça faisait une semaine que j'avais mangé à voler la semaine passée, puis là, le temps avait écoulé. Puis là, j'appelle mon père. C'est la première fois que je vais parler à mon père. Puis je m'imagine aujourd'hui comment est-ce qu'il devait se sentir, mon père, parce que moi, j'ai 3 garçons. Et si quelqu'un a fait ça à un de mes garçons, mon Dieu Seigneur, je sais pas comment j'aurais agi, mais moi, je connais mon père, puis je sais que mon père, Fait que, longue histoire courte, il devait être terriblement inquiet toute la semaine. Pour beaucoup de choses, pas juste pour moi et ma peau, mais pour l'image de la famille, pour voir si je lâche la lutte, puis si je lâche, Raymond, il lâche aussi. Ils sont en équipe là-bas, puis il y a beaucoup de choses qui dépendaient là-dessus. Fait que je l'ai appelé le dimanche soir, puis là, j'ai dit, je vais toujours m'en rappeler le restant de mes jours, j'ai dit... Hein? Il dit allô? Je dis, hein? Il dit allô? Il dit, c'est Jacques? Ouais. Il dit, hey, j'étais pas capable, j'avais la bouche défaite, là. Puis il dit, je dis à mon père, il dit, le reste dit, demain, come back. Fait que là, il y a eu un moment d'hésitation. Puis là, la première affaire que mon père m'a dit, la seule affaire à peu près que mon père a dit, ce que je me rappelle, il dit, écoute-moi bien, là. Il dit, avant d'aller demain à l'aréna, il dit, arrête à la banque. Puis là, je me suis dit, banque, dis-moi pas qu'il pense encore à mes REER, à l'argent, puis à mon futur. C'était pas le temps, là. Puis là, j'ai laissé finir sa phrase. J'avais jamais rien dit quand il a dit ça. Là, il dit, quand tu vas arriver à la banque, il dit, va voir la caissière, puis il dit, demande-lui qu'elle te donne un rouleau de 30 sous. Puis il dit, quand tu vas le frapper, lui, là, il dit, frappe pour le tuer. T'as compris, là? Il dit, frappe pour le tuer. Hey, j'ai bien dormi, moi, tu penses, le dimanche soir? J'ai pas bien dormi quand même par mon père. Mais le lendemain matin, c'est ce qui est arrivé.
Puis il y a 4 dents qui ont parti quand elle les frappait la première fois. 2 dents en avant, 2 dents en bas. Je garde ma jointure. Le monde ne voit pas là, mais garde ma jointure ici, celle-là, là, est reculée, avec un rouleau de 30 sous en plus dedans. Là. Je l'ai frappé pour le tuer. Puis j'étais un sportif, puis j'étais 6 pieds 3, moi, 250 livres, puis je frappe. Puis j'ai frappé comme un cheval. Puis il s'en attendait pas pantoute. Comme moi. Il m'a pogné dans le dos, je l'ai pogné moi avec en hypocrite quand il s'en attendait pas. La même chose. J'ai redonné son change. Puis, rouleau complet de 25 sous de change. Mais je vais dire de quoi, j'ai resté tellement surpris parce que moi, le script que j'avais dans ce temps-là, mon père, il dit frappe le tuer, c'est que moi, dans la tête, c'est que je l'envoie en chaise roulante ou je fais que je sais pas, mais je suis vraiment dans un état mental désespéré. Il faut que tu comprennes. Je suis en burn-out, je suis en traumatisme sévère. Puis je veux même pas faire tout ça. Moi, c'est juste pour sauver l'image. Fait que quand je l'ai frappé, dans ma tête à moi, c'était « Yes! J'ai réussi à faire ce que mon père a voulu que je fasse. » tu sais. Puis en même temps, mais ça n'a pas marché comme mon père m'a dit, parce que quand il a tombé sur un genou, le sang, ça pissait partout. Puis là, je le regardais. Ça, c'était pas dans le scénario du tout. Mais non, c'était dans l'arrière-scène. Puis là, je le regardais comme ça, puis le sang, il volait sur moi, tu sais, comme à coup de gel, là, comme chut, chut. Puis ça volait partout sur moi. Puis moi, j'étais là, puis je le regardais, puis finalement, il m'a pogné par la taille. Il était à genoux devant de moi, il m'a pogné par la taille. Lui, il veut continuer la bataille, mais moi, c'était pas dans mon script. Moi, je pensais que c'était fini, que j'avais à faire. Puis là, il commençait à se relever. Puis là, il se relevait devant moi, et mon frère Raymond était à côté. Il dit « Frappe, tabarnak, frappe! » Parce que ça allait de le regarder. Puis, parce que moi, j'ai pas l'instinct d'un tueur. Là, j'ai commencé à le frapper. Puis là, finalement, ça... Mais ça a été un moment dans ma vie que... Écoute, là, je te compte ça là, puis je suis tout mouillé en dessous des bras. Je sais pas si tu comprends, mais ça fait 30 ans de ça. Là. Je comprends parfaitement. Je suis mouillé, moi aussi, en dessous des bras. J'ai mal pour lui, j'ai mal pour vous. Fait que c'est personne, il n'y a pas un être humain qui devrait vivre ça. Vince McMahon, là, j'ai tellement pas de respect pour lui aujourd'hui, le grand Manitou de la WWE. On est tous des citrons. Il nous prend, puis il vide le jus dedans, puis après ça, quand c'est fini, il jette. Puis ça se passait depuis des années de l'intimidation comme ça. Alors, pour qu'on comprenne l'histoire, pas seulement celle-ci, mais ce qu'est devenu la lutte. Donc, les territoires, à un moment donné, ça n'existe plus. Il y a une ligue mondiale qui vient tout envahir. Il va chez les meilleurs de chaque territoire. Et ça, c'est Vince McMahon oui. qui crée un empire. Oui. Vous allez jouer dans cet empire. Absolument. Comment ça se négocie, les scénarios? Parce que vous disiez tout à l'heure, il y en a qui montent, il y en a qui deviennent des vedettes. Comment on échange sa place? Comment on réussit à négocier d'être... une vedette. Avoir une position lucrative. Avoir une position qui dure aussi, parce que tu ne vas pas juste rentrer là, puis tu fais 6 mois, puis après, t'es fini. Moi, t'es chanceux, j'ai resté 10 ans. Mais ça a été... Aidez-moi à comprendre, parce que je comprends pas comment on négocie ça, moi. OK. Ben, en quelque part, il y a toujours le fait que je sais que moi et Raymond, on est des lutteurs absolument extraordinaires. Moi et Raymond, là, on a une chorégraphie, on a une chimie dans 2 frères qui se comprennent. C'est fou comment est-ce qu'on avait quelque chose ça vaut quelque chose que tu trouves pas partout. On avait une force, la force des frères. Puis on était bons dans ce qu'on faisait. On était vraiment bons. C'est pas pour rien qu'il est venu nous chercher. Fait qu'on savait qu'on avait une valeur marchande pour lui. Puis il voulait ouvrir le Québec aussi. Il voulait rentrer dans le français. Puis il voulait, puis on était bons pour lui pour les entrevues en Europe aussi. Mais pour garder ta valeur marchande, là, moi, j'ai jamais été bien bon. Autrement dit, j'ai toujours été un... Oui, Vince. Oui, Vince. Yes, Vince. C'est tout fait confiance. Puis, mais il y a des gars qui étaient justement, qui étaient durs. Je vais te nommer un gars, comme je t'ai nommé tantôt, Bret the Hitman Hart. Il voulait jamais perdre. Il était égocentrique, il était égoïste. Mais tellement un bon gars en dehors de la reine. Je l'adorais, ce gars-là. C'était un bon gars. Mais quand il arrivait, Vince disait, bon, mais j'aimerais que ce soit ça. Puis là, Bret, il dit, non, moi, je fais pas ça. Puis là, on le regardait, moi, vraiment, il va perdre sa job. Ce sera pas long, lui. C'est nous autres qui étaient des patates. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas mal, clairement. Eux autres, ils se donnaient une force qu'ils dealaient avec le boss. Moi, le boss, c'était hey, c'est toi le boss. Moi, je fais mes prières devant toi, puis merci d'être ici, puis quelle opportunité. Avez-vous été naïf? Beaucoup. Fait qu'eux autres, c'est eux autres qui négociaient leur salaire, puis ils connaissaient leur force. Ça se négociait? Oh, oui. Vous aviez des salaires. Vous étiez comme salarié? Nous autres, on est arrivés là, puis j'ai dit à Vince McMahon, quand je l'ai rencontré, je dis, moi, je vais avoir 5 000 $ par semaine, puis c'est 250 000 par année, puis j'étais tellement content, je faisais 70 000, 80 000 ici au Québec. Fait que là, moi, c'était 250 000, puis je vais y aller avec mon frère Raymond. C'est moi qui ai fait rentrer mon frère Raymond en WWE parce qu'il voulait m'avoir moins pour me mettre avec soit Tito Santana ou soit avec un autre. Puis moi, j'avais dit non, moi, si je rentre avec mon frère Raymond parce qu'on avait quelque chose de spécial. Puis la minute, j'ai fait mes demandes. Ils ont dit OK, pas de problème.
Vous auriez Mais dû moi, je demander savais pas. davantage. Ben oui, moi, je savais pas. Beau nono, j'étais un peu comme un Guy Lafleur dans ce temps-là. Là. C'est laisse-moi jouer, puis paye-moi pas gros. Là. Tu sais. Puis on était avec moi, c'était laisse-moi performer, puis laisse-moi être une vedette mondiale, avoir mes poupées dans Toys R Us, puis ça va faire mon affaire, moi, tu sais. Puis un jour, ben, si je peux avoir une ceinture, ça serait le fun aussi, tu sais, pour... Mais il y a quelqu'un qui est passé à la caisse pour vous, par contre, et qui a ramassé à votre place. Ouais, mais Vince je dirais McMahon. mais je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, Vince McMahon a fait de l'argent avec vous, c'est ça que je veux Absolument, dire. oui, absolument. Oui, absolument. Absolument. En fait, ben, gars, il s'est construit, c'est fou ce qui s'est construit. Il est même rendu depuis plusieurs années à la bourse avec la WWE. Puis il a construit, mais c'est... Un lutteur qui gagnait bien sa vie, donc qui avait mieux négocié que vous, il faisait Absolument. combien par année? Ben, il n'avait, écoute, d'après moi, là, moi, dans le temps que je faisais, mettons, je luttais avec les Hearts, d'après moi, les Hearts, ils faisaient à peu près 350, 400 ou 450 000. Puis moi, j'en faisais 250 000. Puis on était dans le même combat, les mêmes combats soir après soir. Fait que Qui écrit le scénario? Qui vous suggère? Ben, c'est il y avait une équipe dans ce temps-là, il était comme 7-8 des agents, puis ils construisaient un scénario qui durait des mois d'avance. Là, c'était comme à tous les semaines de télévision, mais le script était écrit pour des mois d'avance. C'est un peu comme une télésérie, je suppose. Ou un... Puis donc, il y avait un groupe de gens, puis Vince était en tête de ce groupe-là. Fait qu'il laissait ses têtes fortes créer un script. Puis après ça, lui, il mettait son 2 cents. Tu sais, comme, non, mais ça, c'est bon, là, mais on va prendre ce que toi, tu disais, puis on va mettre ça ensemble. C'est un génie. Faut pas que tu enlèves tout ces... C'est un génie, ce gars-là. Il était... De la dramaturgie. Oui. Puis il savait créer un bon show. Il savait, lui, je te dirais que son qualificatif que je lui donnerais, le plus gros qualificatif qu'il a, c'est qu'il savait sortir le meilleur de la personne qui était en avant de lui. Autrement dit, c'était peut-être pas nécessairement un acrobate ainsi, mais lui, il savait ses forces, puis il savait comment prendre ses forces, puis les valoriser au maximum, puis compenser avec un autre qui avait peut-être pas ces forces-là, puis je sais pas si tu me comprends ce que je veux dire, il savait comment aller chercher le meilleur de tout le monde. Puis ça, ça a créé sa force, puis... Bon metteur en scène. Et voilà. Et il comprenait aussi le meilleur parti à tirer de chacun d'entre vous. Absolument. Puis des fois, si ça disait compter une coupe de petites menteries, faire des accroires ou donner de l'espoir à des gars qui étaient tannés de leur potion quelque chose, il le faisait. Puis après ça, mais quand les gars, ça n'arrivait pas, ben il sacrait le camp puis il lâchait. Puis lui, ça faisait juste son affaire parce que il n'y avait plus de plan pour toi, anyway. Tu sais, c'est... Quand vous me parlez de ces gens qui étaient peut-être un peu épuisés, tannés, avant qu'on commence l'entrevue à micro fermé, vous me parliez du géant ferré et de ces dernières années. Puis ça a été votre partenaire de voyage parce que vous avez... Apparemment, vous jouiez ensemble au crib, au cribbage dans l'avion. Oui, je ne savais pas que tu jouais toi aussi. J'adore le crib. Vous ne peut-être pas ça, mesdames et messieurs, mais il m'a lancé un défi. Il veut me battre au crib. Ben, je pense que c'est la seule place où je veux vraiment vous battre. C'est un jeu passionné, n'est-ce pas? C'est le fun, hein? C'est un jeu qui est le fun. Mais oui, j'étais un des seuls lutteurs qui jouait au crib. Alors, qu'est-ce qui était le fun avec le géant quand on voyageait pendant plusieurs années? C'est que nous, on était en coach en coach non économique. Puis lui, le géant, c'était toujours en première classe. Puis ça me faisait tellement rire. Puis parce que quand l'avion décollait, on avait un vol de 4, 6 ou 8 heures de temps. L'agent de bord, elle venait nous voir en arrière, puis elle disait Jacques Rougeau. Puis elle cherchait, puis là, je levais ma main. Puis elle disait vous êtes demandé en avant. Puis là, lui, il pouvait pas louer le siège à côté de lui en première classe parce que juste son coude, il était rendu à moitié du siège, tu sais, dans le deuxième. Donc, il y avait toujours une place de libre. Fait qu'il y avait toujours une place de libre, puis moi, j'allais toujours jouer au crib avec, je volais toujours première classe. Une petite place de libre, mais en fait, le fond, surtout de l'histoire, c'est que dans les derniers temps, il était malheureux comme les pierres. Quand vous parliez de petits mensonges de Vince McMahon, c'était un peu ça aussi. Mais je pense que c'était plus aussi... mais je connais pas ces négociations qu'il y a eu avec Vince, honnêtement. Je voyais aller plus avec l'amertume qu'il y avait de qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Tu sais, c'est un gars de 7 pieds et 4, puis il était... Écoute, on se le cachera pas, il y avait plein de... Comment il appelle ça? Des titines. On va dire des titines. Je sais pas si ça... Au visage. Au visage. Il y en avait plein, puis c'était un monstre. Puis quand le monde passait à 7 pieds et 4, le 500 livres, le monde, il pointait du doigt comme... C'était un freak. C'est comme, hey, as-tu vu toutes les faces là? À un moment donné, lui, là, il s'est tanné de ça, puis je pense les 10 ans que j'étais avec moi, là, puis ça durait depuis... même, je l'avais rencontré
rencontré à Pensacola, en Floride, dans ma jeune carrière. Il venait lutter des fois, puis il buvait beaucoup. Il était très malheureux. Puis à la fin, ça en était gênant parce qu'il était tellement rendu au point que il s'en foutait. Il y avait des gens qui s'approchaient de lui, tu sais, à part de ceux qui le pointaient un peu partout, qui avaient l'air d'un monstre, mais il y avait des gens qui sympathisaient avec, qui l'aimaient, puis qui arrivaient proches, gentils, puis qui disaient « Excuse me, André, can I have an autograph, please? Get out of here! » Hey, moi, je te dis, mes poils me redonnent sur le corps parce que moi, jamais j'ai refusé un autographe à quelqu'un ou une photo. Tu sais, c'est notre vie. C'est grâce à les gens qui nous supportent qu'on est là, dans le fond. Mais lui, il était passé au-delà de ça. Puis il vivait d'amertume. Hey, puis écoute, il buvait du matin au soir. Là. Lui, il pouvait... Là, moi, je me souviens, là, j'ai des journées que je l'ai vu au moins avec 3 ou 4 41 différents. Tu sais, comme à partir du matin, à déjeuner avec des œufs, 41. Puis, tu sais, il était plus heureux dans la vie. Puis d'ailleurs, quand son père est décédé, c'est 1 ou 2 semaines après qu'il est décédé. Fait que d'après moi, il y avait quand même un bon lien avec son père. Puis parce qu'il restait plus rien après. Puis j'ai pas su le fond de l'histoire, comment est-ce qu'il est mort exactement. C'est arrivé un peu comme... Mais je peux vous dire que non, il n'a pas été heureux dans sa vie. Je dirais pas que même des dernières années, dans sa vie. Ouais. Fait que ça a joué pour toi, puis ça a joué contre toi. Parce que moi, je regarde un gars de même, je me disais, quand tu as une jeune carrière, je dirais, j'aimerais ça être comme lui, moi, le géant ferré, s'habiller 4, on ferait de l'argent, puis je serais populaire, mais on oublie tout ce qui vient avec. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Hulk Hogan accepte, dans le monde de la lutte, un scénario dans lequel il va perdre contre vous? Parce que des matchs, Hulk Hogan, il n'en a pas perdu beaucoup. Non. Dans mon temps, moi, quand je l'avais battu, il y en avait juste 2 qui l'avaient battu à match, justement, le géant Jean Ferré. Et il y avait Ultimate Warrior, je ne sais pas si ça dit quelque chose, là, il brassait les câbles tout le temps, il y avait des guirlandes, puis il était musclé par-dessus la tête. Moi, ce qui m'est arrivé dans mon camp, moi, là, on va passer vite au sujet, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec les Bulldogs. Quand j'ai pris ma vengeance avec les Bulldogs, tu savais que 2 semaines après, ils ont quitté la lutte. C'était fini. Les Bulldogs ont parti. Fait que c'est vraiment moi qui ai anéanti le climat peut-être aussi d'intimidation? Oui, mais pas le climat. Le règne. Je vais appeler ça un règne. De la peur? Le règne de faire peur aux gens. C'est moi qui ai arrêté ça. Puis c'était moi qui avais le plus peur de la gang. Pourtant, c'est drôle, hein? Il faut pas que tu juges quelqu'un par son couvert. Mais quand je me suis tenu debout, lui, Hulk, avait perdu déjà beaucoup des amis, qui avaient lâché la lutte. Tu sais, quand je te disais, je me suis promené pendant 4-5 jours, puis je ne savais pas si j'étais pour lâcher ou continuer. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup qui ont débarqué. Après ça, c'est quand ils sont fait intimider ou humilier devant les lutteurs, parce qu'ils faisaient ça, les Bulldogs. Puis Honky Tonk Man, c'en était un. Tu sais, c'est qui jouait de la guitare comme Elvis. Lui, là, je l'ai vu brailler comme un bébé dans le vestiaire. J'avais assez de peine quand c'est arrivé, mais je ne pouvais pas me lever. Tu sais, ils étaient reconnus comme des tueurs, ces gars-là. Mais quand il avait humilié de même, j'avais trouvé ça tellement plate. Puis je savais pas que c'était un ami à Hulk Hogan, Honky Tonk Man, bien gros. Mais il a perdu une couple d'amis. Fait que moi, quand je suis arrivé, puis pas pour lui que je l'ai fait pour moi, mais quand j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai mis mon pied à terre, Hulk Hogan m'a regardé comme « Hey, ça fait longtemps que ça aurait dû arriver, ça. » Et c'est pour ça que Hulk aurait accepté... De me laisser gagner. C'est pas juste pour ça qu'il m'a laissé gagner. C'est juste pour ça. Puis il avait fait à croire que c'était parce que... C'est une façon de dire merci. C'est une façon de dire merci à la famille Rougeau, mais c'était pas ça. C'était une façon de dire merci pour avoir aimé à sa place, ce gars-là. Mais il y avait d'autres choses que je voulais dire qui étaient bien intéressantes. C'est pas là, ça va me revenir. C'est quelque chose qui m'a touché, une corde, quand tu m'as dit quelque chose, mais vas-y. Il y a beaucoup de cordes à votre arc. J'allais dire à votre harpe. C'est pas un arc, c'est une harpe, parce que vos cordes, ce sont des cordes sensibles que vous avez. Vous êtes très sensible. Je pense que oui. Je pense que ça a été une faiblesse dans ma business, mais en même temps, je suis tellement content d'avoir mon côté humain encore aujourd'hui. Je suis pas sûr que c'est une faiblesse dans votre business. C'est peut-être pour ça qu'on vous a aimé. Ça veut dire pour votre public. Non, mais pas que votre... non, c'est ça que je voulais dire. C'est une part que je faisais. Vous avez aimé, c'est dans le passé, comme on m'aime plus, là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... un peu d'inquiétude, pauvre petite chose. Ce que je voulais... sortir la game de crib, moi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça que mon école de lutte pendant 20 ans que je viens de fermer, puis mes spectacles familiales Jacques Rougeau, qu'on a rempli les arénas partout, puis les gars ont travaillé avec moi. J'en avais des autistes, des trisomiques, j'en avais toutes les sortes de monde. Pourquoi qu'ils ont tellement resté longtemps avec moi, mon équipe, tout le temps, puis ça a resté longtemps? Parce que je me suis toujours arrangé pour que les gars comprennent. Toi, t'es en finale, toi, t'es dans le premier combat. Mais si le premier combat est pas bon, là, la finale, elle vaut rien. On a besoin de tout le monde ici dans l'équipe. Tout le monde est aussi important un que l'autre. Puis je mettais toujours tout le monde sur le même pied d'égalité. Et là, depuis une semaine ou deux, je reçois des drôles d'emails, je dois dire.
des gars qui me disent qu'ils m'aiment puis qui s'ennuient déjà de moi. Ça fait qu'une semaine qu'il a fermé mon école de lutte puis tout ça, mais fait que ça a été bien. Je pense que j'ai pris mon expérience avec Vince McMahon, avec les gars, comment c'était, la tension puis tout, puis j'ai mis ça le plus beau possible. Puis Colin, que c'était le fun. Quelle aventure de 20 ans que j'ai eue. Mais donc, c'était peut-être pas une faiblesse que d'être sensible. Pour ici, au Québec, là, non, oubliez ça, là, c'est bien apprécié, puis je l'apprécie beaucoup, mais dans les grosses ligues, là, ça joue dur. C'est pas les tendres qui se retrouvent au sommet. Puis quand je voyais tout le monde qui me disait dans ma carrière, quand j'étais là-bas, puis je vivais ça, puis ils me disaient « Hey, t'es-tu chanceux? Hey, tu voyages, tu fais le tour de la planète, puis tu fais ça, puis hey, c'est populaire. » Puis là, je me disais, si vous saviez l'ouvrage qui vient avec ça, le voyagement, le décalage horaire, de rencontrer ces gars-là qui sont ces stéroïdes, puis qui sont ces drogues du matin au soir, puis que tu es obligé de garder ta position assez pour te faire respecter, mais pas trop pour te faire planter. Tu sais, c'est un jeu de tête, un gros jeu de tête, là. Bien, je peux vous assurer qu'on a une meilleure idée du travail que c'était après vous avoir entendu dans cette dernière heure. La suite pour le lutteur, c'est pas dans l'arène, c'est un autre type de combat. Conférences humoristiques que je fais. Je continue dans les écoles aussi pour une couple d'années parce que ça me pour sensibiliser les jeunes contre l'intimidation. Puis j'ai un beau livre pour ça qui a été fait pour justement, je t'avais montré la dernière fois qu'on va donner ça dans les écoles. C'est toutes les bonnes valeurs de vie, puis comment contrer l'intimidation sans servir de la force, en les désarmant à la place. Puis mes conférences humoristiques, parce que les écoles, moi, je fais ça gratuitement. Je pense que ça va m'aider à finir mes jours. Avec un goût de vivre. Et puis, mais c'est en ce moment et ça va être pour longtemps, je pense, parce qu'un deuil, je pense que ça se vit pas dans 2 jours puis dans une semaine. Je m'aperçois surtout quand ta vie a été 41 ans de tout ça, que la lutte fait tellement partie de moi partout dans la vie que là, c'est parti. Fait que, mais avez-vous peur que le goût de vivre vous échappe? Je pense qu'il va juste diminuer un peu. Mais peut-être qu'il va arriver quelque chose de bien spécial aussi. Vous remarquez que votre blonde est derrière. Elle vous écoute. Ah oui. Mais c'est une maudite bonne raison de vivre, sa blonde. Oui, absolument. Jacques Rougeau. Merci. Mais est-ce qu'on est d'accord que c'est une bonne raison? Oui, mais sais-tu qu'est-ce qui va peut-être arriver que je ne m'attendais pas puis que tu vas me faire dire là? Quelque chose de bien spécial. Peut-être que maintenant que c'est terminé avec mes fils, que quand je les voyais, ils étaient tannés de me voir, peut-être que je vais les voir dans des meilleurs moments à cette heure, puis ça va créer une meilleure harmonie entre nous autres, puis ça va fait que c'est peut-être un côté positif qui va nous rapprocher encore beaucoup plus de qu'est-ce qu'on était, parce que quand on les voyait, c'était « il faut travailler, les gars, ouais, au gym, ouais, les gars », puis il y avait un moment donné, ils étaient tannés, mais là, à cette heure, que quand je vais les voir, c'est « hey, on va-tu sur le bord du feu, on va-tu chanter un peu », puis j'aime beaucoup la musique, tu sais, puis mon gars, il joue de la chanson, fait que peut-être ça va me rapprocher à une autre vie que je m'attendais pas. C'est ça l'espoir. Puis, hein? C'est ça l'espoir. Ben, j'espère qu'il y aura des feux de camp avec de la bonne guimauve et vos fils autour de vous. Oui, merci. Merci Puis beaucoup. en attendant, moi, c'est une partie de crime que je vous propose parce que je voudrais pas vous faire mal s'il fallait qu'on se batte. Non, mais on peut-tu mettre un enjeu? Si tu perds, tu viens dans l'arène de lutte avec... Oh non, c'est vrai, j'ai plus d'arène de lutte. Non. Je voudrais pas vous gêner, Jacques. Je voulais dire, merci. Hey, je voulais juste, en tout cas, si vous êtes dans le bout de Sherbrooke, le 18 décembre, c'est le Théâtre Granada, je fais mon spectacle, la conférence humoristique. Venez, vous allez avoir du fun, vous allez vraiment avoir du fun. On a eu du fun aujourd'hui, en tout cas. Ah, mais moi, je t'estime beaucoup. Je te connaissais pas avant l'autre jour quand je t'ai rencontré pour 2 petites minutes. Puis, mais j'apprécie beaucoup. Je trouve que tu es un intervieweur intelligent. Non, mais il y en a beaucoup. Mais toi, tu fais beaucoup de tu vas toucher des choses qui... Tu m'as fait sortir des émotions de moi que je fais pas dans toutes mes entrevues. Mais c'est parce que vous avez beaucoup d'émotions en vous, Jacques Rougeau. Merci. C'est vrai. Il y a de bonnes histoires et de belles émotions. Merci d'avoir été candide et d'avoir ouvert les portes à l'émotion. Ben merci beaucoup. Salut. Bonjour bien. Cette entrevue de Stéphane Bureau avec l'ex-lutteur Jacques Rougeau est disponible en direct ou en balado sur l'application d'ici Radio-Canada Première et sur notre site Internet. On contribue à cette émission à la recherche André Royer, à la technique Martin Massé, à la réalisation Robert Lamarche.